Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 31 mai et vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir comme tous les soirs sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir. Aziz Bousta, vous êtes directeur de publication du site panorapost.com. Merci d'être avec nous ce soir. Dans quelques instants, Mohamed Green, analyste politique, fondateur et ancien vice-président de l'ONDH, l'Organisation marocaine des droits humains, nous rejoindra sur le plateau et nous aurons au téléphone Samuel Bennis, analyste politique, rédacteur en chef de Morocco World News. Il sera en direct avec nous depuis New York au téléphone. Le 17 mai dernier, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Hassad, a exprimé via un communiqué la colère du Maroc suite à la publication du département d'État américain un mois auparavant d'un rapport sur la situation des droits de l'homme au Maroc. Par la suite, l'ambassadeur américain à Rabat a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ce dernier dénonçant l'acharnement des rédacteurs du rapport. L'occasion pour nous de revenir ce soir, avec un peu de recul, sur le contenu de ce rapport et sur les raisons derrière les réactions strictes des hautes instances du pays. Que contient ce rapport? Quels sont les points critiquables qu'il énonce? Quelle est la légitimité des États-Unis à parler des politiques internes des pays? Et comment comprendre la portée d'un tel rapport à l'aune des rapports entre nos deux pays? Rapport sur les droits de l'homme, quelle crédibilité? C'est le titre de l'émission de ce soir. Un contenu véritablement scandaleux. C'est ainsi que le ministère de l'Intérieur a qualifié le dernier rapport du département d'État américain sur les droits de l'homme au Maroc, publié le 13 avril 2016. Le département américain chargé des relations internationales est donc passé de l'appréciation erronée au mensonge caractérisé d'après le ministère de l'Intérieur. Et pour ce qui est des sources exclusives utilisées, elles sont peu fiables et politiquement hostiles selon le département de Mohamed Hassad. Selon le document américain, les avancées en matière de droits de l'homme au Maroc sont restées très timides. Le département d'État parle de problèmes persistants, il cite la corruption puisqu'il appelle le mépris généralisé pour la primauté de l'état de droit par des forces de sécurité. D'après le rapport, la violation des libertés d'expression et de la presse persiste au Maroc et l'état des prisons est resté non conforme aux normes internationales. De son côté, le ministère de l'Intérieur dénonce des conclusions générales hâtives et des extrapolations abusives tirées de quelques cas individuels isolés. Le département de Mohamed Hassad est clair, le Maroc ne peut accepter des faits fabriqués et des cas montés de toutes pièces pour des motivations politiques obscures. Mais le porte-parole du département d'État américain a rejeté les affirmations du gouvernement au sujet du contenu mensonger du rapport. Le Maroc n'a pas tardé à réagir. Le mercredi 18 mai 2016, le ministre délégué aux Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur des États-Unis au Maroc. 3 cas confirmant la manipulation avérée et les erreurs factuelles ont été présentés à l'ambassadeur. D'abord ceux de Wafa Sharaf et Oussama Husn. Le rapport prétend qu'ils ont été condamnés à 2 ans et à 3 ans de prison pour avoir fait de fausses allégations de torture et signalé des crimes dont ils connaissaient l'inexistence. Le 3e cas est celui de Hamid Mehdaoui, rédacteur en chef du site d'information Badil. Selon le rapport du département américain, Mehdaoui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour diffamation du chef de la Direction générale de la Sûreté nationale. Ces faits rapportés par le rapport n'ont fait l'objet d'aucune vérification d'après le ministre délégué aux Affaires étrangères. Il a même évoqué la négligence et la mauvaise foi des rédacteurs. Bien, messieurs, Mohamed Green, vous nous avez rejoint sur le plateau. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, analyste politique, fondateur et ancien vice-président de l'Organisation marocaine des droits humains. Merci d'être avec nous ce soir. C'est Green. Alors, nous allons essayer, comme annoncé ce soir, d'analyser ce rapport, les portées qu'il peut avoir en termes politiques et en termes de relations que nous pouvons avoir avec les États-Unis, et ce avec un peu de recul, après on va dire la levée de bouclier annoncée après la publication du rapport. Pour commencer, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce rapport déjà? Par qui est-il rédigé spécifiquement? Sur quoi est-ce qu'il est basé? Et quelle méthodologie on utilise? Bon, je voudrais tout d'abord signaler que le rapport du département d'État américain, dans le jargon des activistes dans le domaine des droits de l'homme, il est difficile de le situer.
parce qu'il y a deux types de reporting. Le premier type, il est basé sur le système des Nations Unies des droits de l'homme. Et le deuxième type, c'est le type des ONG, des organisations non gouvernementales, notamment internationales, comme Amnesty International, Human Rights et la FIDH. Le type des Nations Unies est toujours articulé en trois parties. Il y a tout d'abord les avancées dans le domaine examiné, les lacunes et les problèmes, et des recommandations. Et quand ce sont des rapports spécifiques, les recommandations sont accompagnées d'un certain nombre de demandes aux organismes des Nations Unies concernés pour apporter de l'aide aux pays concernés afin de pouvoir appliquer telle ou telle recommandation. Donc ça, ce sont les rapports qui sont sur les droits de l'homme des Nations Unies. Du système des Nations Unies. Le système des ONG, les organisations non gouvernementales, il est beaucoup plus documenté parce que, à part la FIDH, on va en parler par la suite, Human Rights, Amnesty International et les autres, ils procèdent par l'appel à des experts et des chercheurs qui vont effectuer l'investigation et produire le rapport sur la base d'un canevas préétabli qui est généralement en relation avec la politique de l'organisation concernée. Et ces rapports sont très documentés, avec beaucoup de témoignages et avec il recueille. Le rapport des Nations, le rapport du département américain, on l'appelle un rapport hybride. Il n'opte pas pour une approche déterminée, il ne respecte les normes d'aucune des deux approches, et il essaye, en s'adaptant à des considérations qui sont parfois en relation avec le contexte général, puiser dans l'une ou l'autre méthode. Ce rapport, il concerne tous les pays du monde, sauf, paradoxalement, les États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis n'ont pas ratifié beaucoup de conventions internationales concernant les droits de l'homme parce qu'ils estiment, c'est l'argument avancé, tant que ces conventions internationales ne sont pas au niveau de la Constitution américaine, donc ils n'ont pas besoin on reviendra de reviendra bien évidemment sur la situation des droits de l'homme aux États-Unis. Autre chose. Ça, c'est juste pour donc vous avez bien expliqué les deux types de rapports qu'il peut y avoir issus du département d'État, qui est un rapport hybride et différencié des rapports. Bâtard. Moi, c'est une chose. Vous avez choisi un terme plus sympathique. Aziz Bousta, par rapport à ces rapports, à ce rapport en particulier, et après l'explication qu'on a eue de la part de M. Green. Alors, je ne reviendrai pas sur les rapports des Nations Unies, ça a été excellemment expliqué par Mohamed Green, mais sur le rapport du département d'État, moi je dirais que, en plus de hybride, c'est un peu un pot pourri. C'est prendre tout ce qui vient et le mettre dans ce rapport. Il y a tous les pays du monde, donc il ne faut pas trop s'offusquer, parce que quand on voit qu'il y a la Norvège, qu'il y a la Suède, qu'il y a la Suisse, qu'il y a même la petite principauté de Monaco, on se dit que les États-Unis ont épinglé tout le monde. Et c'est un peu, s'ils peuvent se permettre de faire ce rapport, c'est un peu la fonction régalienne qu'ils veulent s'arroger ou qui se sont auto-octroyés et que leur confère leur position, leur situation d'hyperpuissance. Donc c'est une manière de se mettre un peu au-dessus de la mêlée. Maintenant, comme l'a rappelé C. Green, effectivement, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes parce que on ne se regarde pas soi, on regarde les autres. Il y aurait beaucoup à dire, mais je pense qu'il ne faut pas trop rentrer là-dedans parce que la lecture est ailleurs. La lecture est ailleurs. C'est pas la première fois qu'il y a un rapport comme ça qui sort. Il y en a eu d'autres qui étaient bien plus méchants, bien plus exacts surtout. Et les Marocains n'ont pas vraiment réagi. Alors là, ils ont réagi. Je voudrais reprendre une phrase qui a été dite dans la présentation. Le Maroc n'a pas tardé. Si, il a tardé. Il s'est passé à peu près 5 semaines entre la publication... Juste pour rappel, la séquence, la publication officielle par les USA du rapport d'État, c'était le 13 avril, et le communiqué du ministère de l'Intérieur a eu lieu le 17 mai. Donc voilà, le 17 on est un mois après. Donc voilà, c'est à peu près 4 à 5 semaines après. Et là, il s'est passé entre-temps, il y a une autre date qui est importante, qui est le 29 avril, forcément. Et c'est la date du vote de la résolution, la fameuse résolution 2285 sur le Sahara, qui a très
fortement pris position, quelque part, même si les affaires étrangères marocaines sont plutôt satisfaits. Enfin bon, ça c'est le jeu diplomatique. Mais il y a eu ça, comme on dit chez nous en arabe, alors justement, donc, avant qu'on rentre dans le contenu du rapport, là vous évoquez finalement le contexte dans lequel ce rapport est non seulement sorti, mais enfin il est pas sorti, tous les rapports sont sortis j'imagine à la même date, mais ce contexte-là, on peut le lire de cette manière-là, après le discours de Sa Majesté à Riyad, après la position par rapport au Sahara. Bon, je crois que la réaction marocaine, on peut la lire dans le cadre du contexte. Et de l'actualité des dernières semaines, voire le dernier mois. Par contre, en ce qui concerne le rapport, il a été établi, c'est le rapport qui porte sur l'année 2015. Oui, donc c'est suivant le planning déjà établi. Donc il était déjà établi, mais il rentre en faisant des recoupements avec la position américaine au niveau du Conseil de sécurité. Et il rentre dans le cadre d'une certaine démarche d'une partie de l'administration américaine vis-à-vis du Maroc et particulièrement vis-à-vis de la question du Sahara. D'ailleurs, sur cette question, le rapport pour la première fois qu'il parle du Polisario, non pas en tant que mouvement qui veut que le Sahara devienne indépendant, donc mouvement séparatiste, mais plutôt en tant qu'entité politique. Et puis, bien sûr, on passe sur le fait que le rapport sur le Sahara est toujours mis en dehors du rapport sur le Maroc. Donc, la région, nos provinces sahariennes sont mis au même niveau que n'importe quel État. Et il y a aussi le background du rapport sur le Maroc, qui est, de mon point de vue, assez dangereux. Parce que dès le départ, on commence par dire qu'au Maroc, le roi a tous les pouvoirs et que les Marocains n'ont pas la possibilité de changer de système politique. Donc du coup, on est dans un schéma qui est repris par beaucoup d'analystes et des proches de la Maison-Blanche et du département d'État américain qui disent que dans le monde arabe, c'est bouclé, il n'y a pas de possibilité d'évolution de l'intérieur, donc on est dans la théorie de la déstabilisation pour pouvoir faire évoluer les choses. Et là, c'est une rupture par rapport à toutes les appréciations depuis 2011 des États-Unis concernant la Constitution de 2011 qui a été saluée, et non pas au moment de son approbation, mais tout au long des années, chaque fois c'était récurrent, l'administration américaine, les autorités américaines saluaient les avancées apportées par la Constitution de 2011, bien sûr en relevant certaines limites, et donc approuvaient globalement la démarche du Maroc d'évoluer vers une démocratie mature dans le cadre de la stabilité et de manière évolutive. Donc c'est plutôt une sorte de rupture que certains observateurs expliquent par le fait que le courant pro-algérien et pro-Polisario, voyant le mandat d'Obama arriver à sa fin, veut marquer le maximum de points dans cette dernière année. Et d'ailleurs, tout se recoupe entre ce qui a été fait au niveau du Conseil de sécurité. Et cela n'est pas nouveau. Alors justement, on va juste faire réagir. Samuel Bennis est avec nous, il est en direct de New York, analyste politique, rédacteur en chef de Morocco World News. Samuel Bennis, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tadlaoui, merci beaucoup. Merci d'être avec nous en direct aujourd'hui. Alors, vous avez entendu ce que les observations et les analyses de Seglin et Sibousta sur la question de ce rapport. Quelle est votre opinion à ce niveau-là ? Pour moi, quand on lit le rapport de cette année et on le compare avec celui de l'année dernière ou des années précédentes, on ne trouve pas vraiment qu'il y a beaucoup de changements dans le fond et dans la forme. Même la phrase du préambule du rapport qui dit que les Marocains, soi-disant, ne peuvent pas remettre en cause les fondements du système monarchique marocain, on la trouve aussi dans le rapport de 2014. Mis à part l'erreur factuelle concernant M. Abdelatif Hammouchi et les OSCA, je crois que les causes qui ont poussé le Maroc à dire basta sont ailleurs que dans le rapport. Ce sont, pour moi, la cause principale, c'est une cause strictement politique qui a à voir tout d'abord avec la position américaine sur le Sahara,
en avril dernier. Mais surtout et principalement le changement fondamental de l'administration américaine dans la manière dont elle perçoit la question du Sahara. Je pense que le Maroc a décidé que le moment était venu pour que Washington joue carte sur table avec Rabat. Après, si vous vous rappelez, pendant plusieurs années, on entendait les Américains dire que le projet marocain d'autonomie est sérieux, réaliste, etc. Mais la position américaine de 2013 et surtout sa position d'avril dernier a mis au grand jour que l'actuelle administration américaine n'est pas sincère dans ses déclarations. Donc, de mon point de vue, je pense que le Maroc a utilisé ce rapport pour exprimer son ras-le-bol et signifier à Washington qu'il doit montrer de quel côté de l'équation elle est. Et là, je crois que j'aimerais bien noter un point fondamental qui a été omis du débat pendant plusieurs années, et c'est que les rapports annuels des États-Unis sur le Sahara incluent en fait le Sahara comme un pays à part entière et non pas comme un chapitre dans le rapport concernant le Maroc. Je crois qu'on est là devant un fait d'une grande importance et sur lequel le Maroc devrait se pencher dans les mois et les années à venir. Alors on reviendra, Sibnis, là-dessus, hein, sur la manière avec laquelle le Maroc a réagi. Hein, si la réponse a été adéquate, vous vouliez dire quelque chose, oui. Tout à l'heure. Oui, je voulais revenir sur alors déjà rebondir sur ce que disait Sigrine, sur les Algériens et le Polisario qui voient la fin de l'administration Obama et qui essaient de marquer des points. Force est de constater qu'ils en ont marqué un ou deux dans ce rapport. Mais à quelque chose malheur est bon. Voilà, mais à quelque chose malheur est bon. Et puis aussi, si les adversaires, les voisins d'à côté, voient comme perspective la sortie d'Obama de la Maison Blanche, nous, on peut se projeter sur après, quand on voit les deux candidats qu'il y a. Dans les deux cas, traditionnellement, les républicains ont été des soutiens plus ou moins marqués du Maroc, et les démocrates l'inverse. Mais avec Hillary Clinton, on peut supposer qu'il y a quand même une certaine sympathie. Bon, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de sympathie, mais enfin, il y a une connaissance et puis un certain rapprochement avec les positions du Maroc, vu qu'Hillary Clinton connaît bien le Maroc et bien avant qu'elle soit secrétaire d'État, et bien du temps où elle était First Lady. Femme du président Clinton. Maintenant, je voudrais revenir sur un point qui est les contradictions des Américains. Les contradictions. Alors, il y a une contradiction en interne et puis deux contradictions en externe. La contradiction en interne, c'est au niveau de l'administration. Il y a deux clans, deux pôles qui se disputent, bien entendu. On parle de l'affaire du Maroc et du Sahara. Il y a la conseillère nationale Susan Rice qui est, on connaît ses positions hostiles sur la question de l'intégrité territoriale du Maroc. Et il y a de l'autre côté, le département d'État, au niveau de ses décideurs, ne semble pas être véritablement contre le Maroc, ou du moins hostile au Maroc. Et puis il y a eu dernièrement l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, le général Jones, ancien commandant du corps des marines, ce qui est très important aux États-Unis, qui a pris une position claire en sortant un article sur le site de Hill à Washington. Donc là, il y a un tiraillement. Les contradictions externes qui sont apparues en externe, sont au nombre de deux. La première, c'est, comme le rappelait Mohamed Green, il y a eu des félicitations adressées au Maroc après la Constitution de 2011, qui est passée sans que personne ne conteste ce taux de 98,5, qui est un taux peut-être stalinien, mais c'est un taux réel. Et ils le savent, et ils ont adressé des félicitations. Et cette Constitution, comme tout le monde, comme chacun le sait, marque le caractère monarchique du pays. Donc, venir maintenant dire ça dans les rapports, que les Marocains ne peuvent pas changer, en général, quand on a un pays avec l'histoire qui est la nôtre, on ne change pas, on n'a pas envie de changer, on est très bien comme ça. Deuxième contradiction, elle est plus intéressante, c'est les États-Unis ont été les porte-plumes, comme on appelle ça, de la résolution 2285. Or, dans la résolution 2285, il y a une mention très positive et très favorable pour les efforts accomplis par le CNDH au Maroc. Donc je ne comprends pas que ce projet de résolution qui a été rédigé par les États-Unis, c'est-à-dire par le département d'État, puisse être en complète contradiction avec le rapport. Donc là, il faudrait savoir, et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une lecture
politique, plus qu'une lecture typiquement et exclusivement droit humain. Alors, il y a certains oublis. Ensuite, je poserai la question à Sibnis, qui est là-bas pour connaître les raisons de ce rétropédalage, essayer de voir au niveau des départements d'État comment ça fonctionne. Il y a certains oublis révélateurs. Par exemple, quand le rapport parle des provinces sahariennes, il utilise déjà le terme que ont été envahies par le Maroc, mais il ne fait aucune référence aux accords de Madrid qui ont été approuvés par les Nations Unies. Et là, c'est vraiment un oubli qui a sa signification. Pour revenir au rapport, c'est vrai, comme l'a dit Samir Beniz, les rapports du département d'État à 2/3, voire même 70%, ils reprennent un peu ce qui était dans les anciens rapports. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a eu un certain amalgame où ne trouvons pas certains faits, donc ils sont allés puiser dans 2013 et 2014, parce que le rapport concernant le Maroc et de tous les pays étant censé couvrir l'année 2015, ils sont allés chercher des éléments et des allégations concernant 2013 et 2014, d'où la confusion entre l'actuel directeur général de la Sûreté nationale et l'ancien à l'époque, ce qui a donné lieu à des excuses concernant cette erreur. Mais au-delà de cela, le rapport il y a quelques nouveautés qu'il faut aller chercher. Il y a tout d'abord un acharnement un peu plus marqué concernant tous les sécuritaires, tous les services de sécurité au Maroc. Et là, avant qu'on aille, parce que j'aimerais qu'on aille. Je termine cette idée. Non, parce que sinon on va rentrer vraiment dans le rapport et on va y aller, parce qu'il y a différents éléments qui ont été mis en exergue. Vous inquiétez pas, on va pas l'oublier. Je voulais juste demander à Samir Beniz, justement, sur cette position. Il y a eu un rétropédalage, on a eu une espèce d'aveu en demi-teinte de la part du porte-parole américain. D'ailleurs, ça a été souligné par Salah Eddine Mezouar, en disant que la réaction du porte-parole américain confirmait le doute du Maroc quant à la sincérité du département d'État. Samir Beniz, comment on explique finalement, c'est que ce rapport soit sorti, qu'ensuite on a eu ces réactions un peu de retour en arrière, en étant faisant ça de manière très diplomatique, pour ne pas heurter les sensibilités de la part des États-Unis. Si Samir Beniz. Le problème qu'il faut relever dans les rapports rédigés soit par les États-Unis ou par les autres pays occidentaux, c'est qu'ils sont toujours influencés par leurs stéréotypes et leurs idées préconçues sur le Maroc, sur le monde arabe. Donc déjà, quand un fonctionnaire américain il débarque au Maroc, il arrive déjà avec des idées préconçues qui lui ont été inculquées à travers les médias américains. Donc il arrive déjà avec un bagage qui est négatif sur le Maroc, et même quand il voit qu'il y a des faits qui contredisent ces idées préconçues, il ne les prend pas en compte. Et ça se reflète dans le rapport, ça reflète dans le fait que dans le rapport, on ne présente que la version qui va à l'encontre du Maroc. Il n'y a pas la version qui fait un peu d'équilibre. Donc il faut prendre en considération ce facteur culturel. Il y a aussi un facteur qu'il faudrait prendre en compte, c'est le rôle négatif de Kerry Kennedy, qui est proche de Susan Rice et aussi de John Kerry, et les deux font partie du clan de Boston. Et là je tiendrai à préciser que Kerry Kennedy, il a été condamné en 2012 par un tribunal de New York pour avoir fabriqué des rapports contre la société américaine de pétrole, Chevron, quand elle faisait des opérations de prospection en Équateur. Il avait été payé par une firme américaine pour critiquer et attaquer Chevron Texaco et l'accuser d'avoir commis des abus et contre les droits de l'homme, contre la population autochtone en Équateur. Et pour revenir à votre question concernant le rétropédalage américain, il faudrait savoir que normalement, dans la nature de la politique étrangère américaine, les Américains ils ne s'excusent jamais.
et s'excuse d'une manière indirecte. Et c'est pour ça qu'il y a eu une excuse qui a été ébruitée à travers les médias et non pas à travers un communiqué officiel, soit de l'ambassadeur, soit du département d'État américain. Moi, personnellement, j'ai contacté l'ambassadeur américain à Rabat et ils m'ont répondu d'une manière indirecte pour dire qu'il y a eu des écarts de langage, etc., qu'ils allaient publier un errata dans le futur pour rétablir la situation. Donc il faudrait prendre en compte que l'administration américaine, en général, ne s'excuse jamais. D'accord. Alors, on va revenir maintenant sur le contenu du rapport. Avant qu'on passe cet acharnement, entre guillemets, au niveau sécuritaire, lorsqu'on prend les problèmes persistants qui sont relevés par le département d'État, on a la corruption. Est-ce qu'on avait besoin d'attendre un rapport du département d'État américain pour savoir qu'on avait des problèmes de corruption? On a un plan stratégique qui est lancé. On le sait que c'est très dur. Sa Majesté a insisté sur ce point-là. On a une instance, on a des numéros verts qui ont été mis au niveau du ministère de la Justice. Ça avance lentement, mais on sait que c'est un gros paquet. Est-ce que voilà, ce type de constat, est-ce que c'est de nature à susciter de vives réactions, ou c'est un constat qui est de toute façon quelque chose qu'on admet nous aussi? Moi, je pense que sur le rapport pris dans sa globalité, excusez-moi de vous le dire, mais je pense qu'on en a peut-être un peu trop fait. Parce que on a surréagi. On a surréagi. Parce que ils ont épinglé aussi les Français pour les violences policières qu'on voit tout le temps. Bon, d'accord, ok, ça marche. Comme vous venez de le dire, la corruption, on sait que nous avons un pays avec très fort potentiel de corruption. On essaye, c'est en train de se réduire. On sait que nous avons des problèmes en matière que nos prisons ne sont pas au point, ça on le sait. On sait qu'il y a une surpopulation au niveau des prisons. On n'a pas besoin. Donc quand quelqu'un vient, et même si c'est le département... Le rapport reconnaît des améliorations. Ouais, mais il reconnaît des améliorations. Il faut pas trop donner d'importance encore une fois, parce qu'on montre où pourrait être notre point de faiblesse. Alors que ce n'est pas véritablement le point de faiblesse. On pourrait en avoir d'autres, mais ce n'est pas vraiment ça. On pourrait parler d'un certain nombre de problèmes qui existent, le système de l'éducation, pas mal de choses, mais revenir sur ces points-là et prendre comme une vérité absolue ce qui a été dit, serait peut-être prêter le flanc. Maintenant, parler de la torture, parler de traitements dégradants, parler des arrestations arbitraires, parler de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, je pense que encore une fois, même si on est là pour parler du rapport, la lecture est ailleurs, et c'est ailleurs qu'il faut voir dans la reconfiguration géopolitique qui est en train d'être faite, dans les discours musclés qu'a donné Mohamed VI un peu partout, et dans les actes qui ont suivi, partir en Russie, partir en Chine, se préparer à partir en Inde, mais faire un discours particulièrement musclé à Riyad. Et donc, il y a une relation de causalité qu'il faudrait peut-être définir entre ce qui est en train de se passer et ce qui a été dit dans ce rapport. C'est gagné. Moi, je crois que ce qui dérange les militants et militantes des droits de l'homme, c'est un peu l'approche de ce rapport qui fait un peu le marché, en optant pour tel et tel mode de travail, que ça soit au niveau des rapports des ONG ou des rapports du système des Nations Unies, et de ce fait, il reste susceptible d'être instrumentalisé et d'être l'objet de pression de différents lobbies. L'approche en ce qui concerne les droits humains, qui nous permettra en tant que Maroc d'avancer, parce qu'il ne faut pas se fermer les yeux. Nous avons beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Ce sont les rapports soit faits par les organismes des Nations Unies, qui sont beaucoup plus critiques. Mais sur des aspects, par exemple les rapports sur les prisons qui sont faits par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sont beaucoup plus critiques et beaucoup plus durs vis-à-vis du Maroc, mais ils ont l'avantage de nous présenter notre réalité avec une distanciation qui apporte un peu plus d'impartialité et d'objectivité, ce qui nous permet, en plus, des recommandations. Donc, ce qui a été écrit sur la corruption, même les rapports des
de certaines ONG marocaines sont beaucoup plus critiques sur certaines questions. Je me rappelle que quand j'étais vice-président de l'Organisation marocaine des droits de l'homme, et même actuellement, il y a des rapports sur certains événements au Maroc qui sont très durs, mais la démarche, l'objectif final étant de servir les droits humains, étant de lutter, par exemple, contre pour la transparence, instrumentalisé pour des raisons le problème, qui sont ailleurs, comme vous avez dit tout à l'heure. Je reviendrai, on fait une petite pause et on reviendra sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, bien entendu, votre analyse sur ce focus sur le point sécuritaire. Une petite pause, on revient juste après. Rapport sur les droits de l'homme du département d'État américain. Quelle crédibilité, c'est le titre de l'émission de ce soir si vous venez de nous rejoindre sur 60 minutes pour comprendre. Avant qu'on parle bien sûr de la situation des droits de l'homme aux États-Unis, parce que c'est vrai que là aussi, vous l'avez dit en début d'émission, ces rapports ne sont pas seulement focalisés sur le Maroc, ce sont des rapports qui sont émis sur quasiment tous les pays du monde, sauf, vous l'avez dit, les États-Unis. On y reviendra. Alors, dans le rapport, on a parlé de la corruption, notamment des prisons, mais vous vouliez, tout à l'heure, vous évoquiez cette espèce de focus sur les services de sécurité. Sur les services de sécurité, à un moment où les services de sécurité ont un rôle important et majeur, non seulement pour le Maroc, mais aussi pour la région. Et donc, le Maroc devenant, par rapport à l'Europe, essentiellement, mais aussi par rapport au monde, un acteur fondamental dans la lutte contre l'intégrisme. Et de plus en plus dans la lutte contre le radicalisme et l'intégrisme, notamment en Afrique subsaharienne, où la religion musulmane est pratiquée. Donc, à ce moment, en ce moment, attaquer les services de sécurité du Maroc, c'est en quelque sorte, essayer de diminuer quelque chose de très important pour le Maroc en termes géostratégiques. À un moment où ils sont salués par les Européens. Voilà, d'où la réaction. Voilà, d'où la réaction un peu de colère, d'agacement du Maroc. Et vous avez évoqué la question de crédibilité. Oui. Et là, c'est une des faiblesses des rapports du département d'État américain, c'est qu'il ne fait pas de recoupement. Et les sources sont généralement les mêmes. Et vous savez, la crédibilité dépend de l'impartialité et de ceux qui apportent les témoignages. Là, je ne remets pas en cause, je ne suis pas en train de juger l'engagement politique des uns ou des autres pour telle ou telle position, mais quand on a un engagement politique, bien sûr, on essaie d'orienter chaque fait dans le sens de son engagement. Une gifle, une bavure d'un policier devient un traitement de mauvais traitement de l'occupant, etc. et tout ça. Et encore plus grave, c'est qu'il y a une ignorance et une absence des éléments de réponse qui ont été apportés par les autorités marocaines. Et ça, c'est surtout certains cas. Je ne citerai pas, mais les 3 cas, il y a eu des éléments d'information apportés par... D'ailleurs, le collectif de droits de l'homme au Maroc, qui soutenait un des cas, que je ne citerai pas, quand on lui a présenté les faits matériels, il a un peu reculé, mais a commencé à soutenir le principe d'un procès équitable, pas d'acharnement, etc., contre la personne concernée. Cet aspect des rapports du département d'État, de ne pas faire le recoupement, de ne pas au moins publier le point de vue des autorités, pour qu'on laisse le lecteur seul arbitre en disant voilà les tout du moins les faits exacts qui ont été rapportés. Non, c'est-à-dire en disant voilà la position sans pour autant la prendre pour argent. C'est ce qui a amené la colère de la Russie. La colère, la semaine dernière, la Russie avait une réponse virulente. La Chine qui a contre-attaqué en faisant son propre rapport sur les violations de droits de l'homme aux États-Unis. Tout cela fait que ce rapport, par rapport à n'importe quel pays, il y a toujours derrière des objectifs politiques. Et c'est tout à fait normal
pour un département d'État qui s'occupe de la politique étrangère d'une puissance de chercher à servir ses intérêts et à préparer des positions officielles américaines. Et ce qui nous pose de sérieux risques et pour les prémunir, je comprends très bien la réaction virulente des autorités marocaines, c'est cette préparation d'une nouvelle position par rapport à la question du Sahara qui est de l'intégrité territoriale du Maroc, qui est primordiale pour le Maroc. Ce que appelle si Samir Bennis a dit, il faut qu'on interpelle, le Maroc a essayé d'interpeller les Américains pour qu'ils clarifient leur position et de ne pas rester un peu en jouant sur les deux aspects, parce que ces rapports, c'est le produit de l'influence des différents lobbies dont a parlé Sibousta, ceux qui sont historiquement contre l'intégrité territoriale, pour la thèse séparatiste, et ceux qui sont plus ou moins pour le Maroc, qui sont généralement en relation avec les aspects de sécurité. Ceux qui connaissent très bien les sujets de sécurité, les enjeux sécuritaires, généralement, ils savent que le Maroc est un élément important dans la stabilité dans la région et dans la lutte contre l'intégrisme. Et donc, ils agissent toujours dans le sens des positions marocaines. Alors, on reviendra là-dessus parce qu'il y a Samuel Bennis qui veut intervenir justement. Pour les aspects économiques, ça dépend. On y reviendra. Avec le Maroc, c'est plutôt le Maroc, et ceux qui ont des relations avec Samuel Bennis, il est en direct avec nous de New York au téléphone. Si, Samir. Je pense que dans notre débat, on devrait poser la question suivante. Est-ce que les États-Unis ont une légitimité morale ou une autorité politique pour jouer le rôle de gendarme mondial des droits de l'homme? Je crois que répondre à cette question nous aidera à bien comprendre le problème. Je pense que il faut d'abord relever que le rôle de gendarme mondial des droits de l'homme incombe en premier lieu aux Nations Unies, dans un des mandats, et de veiller au respect des droits de l'homme dans le monde entier, y compris ici aux États-Unis. Or, quand on lit les rapports soit de la Commission des droits de l'homme de l'ONU ou de Human Rights Watch, on voit bien que les États-Unis ne sont pas exempts de reproches et que la situation des droits de l'homme ici n'est pas tout à fait rose. Le dernier rapport, par exemple, le dernier rapport de Human Rights Watch montre clairement que même si la Constitution américaine et les lois américaines assurent la protection des droits fondamentaux des citoyens, la pratique laisse trop à désirer. Les points noirs de la situation des droits de l'homme ici sont d'abord la justice criminelle, l'immigration et la sécurité nationale. Et là-dessus, j'aimerais bien mettre le point sur le fait que la justice ne s'applique pas quand on est noir ou blanc. D'après Human Rights Watch, la population blanche, par exemple, reçoit un traitement de faveur quand il s'agit, par exemple, de l'arrestation de quelqu'un qui est en position de drogue. Et par exemple, il y a 6 fois plus de noirs que de blancs dans les prisons pour cause de possession de drogue. Un noir sur 4 est dans les prisons pour possession de drogue. Alors quand il y a un blanc qui est arrêté, la manière dont la justice américaine le traite n'est pas la même. Et à cela, j'ajoute qu'il y a eu 2 rapports onusiens, l'un publié en 2014 et l'autre publié en 2015, qui critiquent d'une manière virulente Washington sur nombre de problèmes, y compris la torture, les assassinats illégaux, les disparitions forcées et l'utilisation illégale du drone au Pakistan. Et avec la disparition d'un rapport sur les pratiques de la CIA. Pardon ? Alors, avec la disparition aussi d'un rapport sur les pratiques de la CIA, qui est quand même assez... Oui, Samuel Bennis, on reviendra là-dessus. C'est vrai que je voudrais juste vous lire la réaction de John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui, je cite, « Ce ne sont pas des normes arbitraires américaines que nous cherchons à imposer aux gens, ce sont des normes universelles des droits humains qui ont été adoptées par la plupart des nations du monde, et même certains pays y ont adhéré, mais les violent. » Est-ce que finalement les valeurs américaines sont effectivement
universelle, comme le prétend John Kerry? C'est vous ça? Alors, avant de répondre à votre question, si vous me permettez, j'ai pris un peu de retard sur la discussion. Je voudrais revenir sur un point Oui. qu'a dit, sur lequel a parlé Samir Bennis, c'est que ils n'ont peut-être pas la légitimité, les États-Unis, de faire ça, mais ils en ont les moyens. On n'est pas dans un monde de vertu totale et de morale absolue. On est dans un monde de force, on est dans un monde où le plus puissant, c'est celui qui a le dernier mot finalement. Et ils ont les moyens de leur politique. Ils contrôlent l'ONU, ils contrôlent les institutions financières, ils contrôlent un certain nombre de choses qui font que, il ne faut pas oublier ce que nous sommes aussi par rapport aux États-Unis. L'écrasante majorité, pour ne pas dire pratiquement 100% des Américains, ne savent même pas ce que c'est que le Maroc. Et on ne peut pas se permettre d'aller affronter David contre Goliath. On peut pas. Maintenant, on peut encore une fois lire ailleurs et revenir sur ce que disait Mohamed Green sur pourquoi focaliser sur les sécuritaires alors que le Maroc est devenu une plaque incontournable de tout ce qui est sécuritaire. Et pas seulement chez nous. Chez nous, Dieu merci, il n'y a rien qui se passe, tout se passe bien, il y a des gens qui veillent. Mais on exporte notre maîtrise, on exporte notre expérience en Europe, au Sahel. Et même aux États-Unis, puisque ça a été dit par le chef du PSI, que nous avons donné un coup de main aux États-Unis sur ça. Donc pourquoi je ne sais pas, peut-être qu'ils ont une certaine habitude ou une certaine proportion à se tirer une balle dans le pied, je ne sais pas, les Américains, mais toujours est-il qu'on ne peut pas revenir un peu et toujours les critiquer. Parce que finalement, il semblerait que ce rapport sur les 200 pays, à peu près, ou 180 pays qui sont concernés, je ne sais pas s'ils savent eux-mêmes ce qu'ils font, et c'est peut-être créer un problème là où il n'y avait pas de problème. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que les valeurs américaines sont universelles? Ben oui. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas appliquées chez eux. D'accord, mais quand on parle du droit, la liberté d'expression, la liberté de ceci, le droit à la vie, le droit de... Enfin, oui, elles sont universelles. Mais on constate que effectivement, c'est un pays qui exécute les condamnés à mort, des condamnés à mort jeunes, des condamnés à mort fous, c'est un pays où il y a des violences policières pratiquement chaque semaine. C'est un pays où, comme a dit Samir Bennis, il y a une propension, une égalité flagrante avec les Noirs. Mais quand il y a une dispute, savez-vous, entre deux amis, et quand il y en a un qui dit des choses qui sont désagréables, je ne sais pas s'il faut vraiment venir nous dire « toi aussi tu as fait, toi aussi tu as fait, toi aussi tu as fait ». Surtout quand par ailleurs, on a quand même besoin de lui. Donc il faudrait peut-être revenir à une certaine forme de sagesse. On sait ce qui se passe, ils savent que nous savons. Tout le monde sait ce qui se passe et donc voilà, on va pas revenir là-dessus. Voilà. Alors justement, on sait ce qui se passe. On va peut-être revenir sur les avancées des droits de l'homme dans notre pays, parce que c'est vrai que là, ce sont des choses qui ne sont pas... Je voudrais, si vous me le permettez, ok, allez-y, après on ira là-dessus. Réagir un peu par rapport à cette démarche de vouloir répondre au rapport du département d'État américain en essayant de montrer les faiblesses des droits de l'homme aux États-Unis. Je pense que les États-Unis, globalement, ont réalisé de grandes avancées en termes de droits de l'homme. Et je ne pense pas que ce sont des valeurs américaines qui sont devenues universelles, c'est plutôt des valeurs universelles que les États-Unis, comme tout État qui aspire à être démocratique, a adopté. Le corpus des droits de l'homme est une construction qui a été faite par l'humanité progressiste et l'humanité des libertés, et tous les acteurs pour la liberté et pour l'égalité et pour la dignité humaine. Et donc, c'est tout un corpus qui ne peut pas être accaparé par l'une ou l'autre puissance. Tout le monde y contribue de sa manière. Et c'est universel. C'est en fait un spécifique qui a été à un certain moment universalisé, totalement ou partiellement, et qui était plutôt l'émanation de l'Europe. D'ailleurs, on parlait d'européocentrisme à un certain moment, mais en élevant les spécificités de chaque pays et de chaque région pour la mettre au niveau de l'universel, on a enrichi l'universel pour le rendre encore plus universel. Et donc, les États-Unis, il y a des bavures.
Mais ce n'est pas un pays dont la politique est une politique au contraire, c'est un pays de liberté, etc. Et nous ne pouvons que saluer cela. Mais, ceci dit, à force d'essayer de regarder chez les autres, nous les invitons aussi à regarder aussi chez eux. Mais je voudrais revenir sur la remarque de Samir Bennis qui a dit que seules les Nations Unies et le système des Nations Unies, avec le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme et tous les rapporteurs spéciaux, qui ont le mandat au niveau du monde de pouvoir observer la situation des droits de l'homme dans les différents pays. Certains même vont jusqu'à dire que le fait que les États-Unis commencent à s'occuper des droits de l'homme est une violation de la Charte des Nations Unies qui parle de la non-ingérence dans les affaires internes d'un pays souverain, sauf, et d'ailleurs il y avait tout le débat au temps de Kouchner, si vous vous rappelez, faut-il le droit d'ingérence. Le droit d'ingérence, et finalement le débat est clos en disant que quand il s'agit d'actions humanitaires, le droit d'ingérence est justifié, et le débat est toujours ouvert. Ce que nous pouvons affirmer qu'au Maroc, nous sommes prêts à ce que les gens viennent nous critiquer sur la situation des droits de l'homme, la situation de notre économie, les poches de rente qui continuent à exister, sur la question de la corruption. Mais ce que nous n'acceptons pas, que certaines puissances qui ont une grande responsabilité viennent à travers les droits de l'homme ou d'autres questions essayer de servir un agenda qui vise à séparer le Maroc d'une partie de son territoire. Et nous estimons que les États-Unis, qui connaissent les tenants et les aboutissants de la question du Sahara et qui savent qu'il s'agit d'une sorte d'escroquerie intellectuelle qui a été créée de toutes pièces. Moi, j'étais encore à l'université, j'étais au lycée, j'ai côtoyé le fondateur du Polisario, El Wali, qui était à l'université Mohamed V de Rabat, et je voyais à l'époque comment cette question a été créée de toutes pièces, comment ils ont été récupérés par les services algériens, par la suite, comment ils ont été récupérés par Gaddafi. Donc, mais c'est important. La colère du Maroc vient de cela. C'est que les États-Unis connaissent, en tant que puissance, ils ont un devoir de ne pas rentrer dans des calculs que certains petits pays peuvent se permettre pour plaire à tel ou tel, mais une grande puissance a un devoir à régler des conflits Samir Bennis, qui est avec nous en direct de New York, qui sont porteurs de gros risques pour la région. Samir Bennis. Oui. Moi, je pense maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire dans les mois et les années à venir, car je pense que maintenant, les faits, ils sont là, et ils seront là. Et même avec l'arrivée d'un nouveau président, il n'est pas sûr que les prochains rapports américains seront mieux que celui-là. Donc moi, je pense qu'au Maroc, on devrait être un peu plus confiant qu'auparavant. Et puisque le Maroc est un État démocratique, on devrait un peu lâcher du lest et montrer au monde extérieur qu'on n'a pas peur d'avoir des opposants politiques qui peuvent soit mettre en place des partis politiques opposants, des ONG qui sont contre le système. On vient juste d'autoriser la première ONG pro-Polisario au Sahara, et je pense qu'on devrait appliquer ça sur le reste du territoire, et qu'on devrait être confiant de nous-mêmes, car on sait bien que la majorité écrasante des Marocains, sinon tous les Marocains, ils sont derrière le roi, ils sont monarchiques, et si on a une dizaine de milliers qui sont opposants, je ne crois pas que ça puisse nuire à notre stabilité. On sait bien que les Américains et les Européens utilisent toujours cette carte pour nous gêner. Donc je crois que nous, on devrait savoir comment gérer ça et lâcher un peu du lest et permettre aux autres de s'exprimer, et aussi s'abstenir de donner naissance à des héros. Car malheureusement, durant les dernières années, à cause de certains mauvais jugements des autorités, on a créé des héros
à part entière, comme par exemple Aminatou Haïdar à partir de 2009. Avant 2009, personne ne la connaissait. Maintenant, elle est devenue le symbole du Polisario. Il y a eu aussi d'autres journalistes qui étaient méconnus. Maintenant, ils sont devenus connus à travers le monde, et maintenant ils sont devenus le porte-parole de tous ceux qui veulent porter atteinte à la stabilité marocaine. Je pense que on devrait lancer un peu le débat là-dessus et montrer aux gens qu'on est confiant et qu'on est sûr de notre système démocratique et de notre processus de construction du Maroc moderne. Aussi, je pense qu'il faudrait s'abstenir de dire que le rapport américain et la position actuelle de Washington s'inscrit dans un projet de déstabilisation du Maroc, dans ce qu'on appelle le chaos constructif. Il faudrait garder à l'esprit qu'avec l'arrivée d'un nouveau président, il y a toujours eu des changements dans la politique étrangère. Et là, par exemple, je donnerai l'exemple entre Obama et Bush, alors que Bush est lutté avec acharnement contre Cuba, Obama a fait l'impensable avec ce pays. Et le même s'applique avec l'Iran. Il est illusoire. D'autre part, il est illusoire de penser que le Maroc pourrait se passer de sa relation stratégique avec les États-Unis, ou que la Chine ou la Russie puisse la remplacer. Notre relation avec ce pays, elle a été construite sur plusieurs décennies, sans compter le fait que le Maroc est le premier pays qui a reconnu l'indépendance de ce pays. Alors, pour vous parler de confiance, vous parlez de confiance, on va parler des avancées en termes de droits de l'homme. C'est quand même aussi important, qui n'a pas été souligné dans ce rapport du département d'État. On regarde un sujet de Manal Akhdari. Prise de décisions courageuses, mesures de protection, adhésion aux différentes conventions internationales, le Maroc ne cesse d'améliorer la situation des droits de l'homme. Il a adhéré à la majorité des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, en particulier les 7 instruments. Il a également adopté des lois et textes législatifs qui consolident le choix du royaume, faire du respect des droits de l'homme une réalité quotidienne. En 2011, la nouvelle constitution a couronné ce processus entamé dans les années 90, une constitution qui consacre les droits et les libertés. Pour accélérer les progrès en matière des droits de l'homme, le royaume a lancé la réforme de la justice, un chantier ambitieux vu l'importance de la justice dans la préservation des droits et la défense des libertés. Et pour tourner la page des violations passées des droits de l'homme, le Maroc a opté pour une démarche réconciliatrice à travers la création en 2004 de l'instance équité et réconciliation. Selon le Conseil national des droits de l'homme, ces acquis ont permis au Maroc de devenir une référence pour les pays de la région, mais le CNDH appelle les autorités compétentes à fournir plus d'efforts pour renforcer les acquis obtenus et remédier aux lacunes. En revanche, les États-Unis ne sont pas qualifiés pour juger et demander des comptes au Maroc en matière des droits de l'homme. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice. Mustafa Ramid a regretté que certaines instances internationales n'ont pas encore mesuré convenablement l'évolution des droits de l'homme dans le royaume. Selon un rapport publié le 14 avril 2016 par le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État chinois, les États-Unis ont commenté l'état des droits de l'homme dans plusieurs pays, encore une fois, en ignorant l'état déplorable de leurs droits de l'homme et sans même montrer l'intention de réfléchir à ce sujet. Aziz Boustan. Vous voulez revenir sur un point avant qu'on puisse parler des droits de l'homme? Alors, il nous reste 6 minutes. Je vais vous demander d'être bref parce que vous voulez réagir, vous aussi, à un point qu'avait évoqué. Très bref, il y a 3 points. Après, je réponds encore plus brièvement à votre question. Alors, d'abord, les États-Unis, comme on les a toujours présentés comme gendarmes du monde, veulent une sorte de déséquilibre, éviter une sorte de déséquilibre qui se passe actuellement dans une région qui reste importante, la région du Maghreb, avec une Algérie qui est en totale déliquescence, aussi bien politique, économique que sociale, et un Maroc qui avance. Donc, il y a un déséquilibre qui est en train de s'instaurer. Peut-être que les États-Unis sont en train de vouloir en pesant sur le Maroc. Deuxième chose, c'est que, très rapidement, il faut qu'on se vende mieux et qu'on se markete mieux avec ce qu'on est en train de faire. Et troisième chose, je pense que, contrairement à ce que disait Samir Bennis, les États-Unis peuvent être remplacés d'une certaine manière par la Chine et la Russie. Parce qu'avant, il y avait des blocs idéologiques, des blocs de mode économique, de fonctionnement économique qui n'existent plus actuellement. D'accord? Donc maintenant, on peut se rapprocher davantage de Moscou et de Pékin sans pour autant s'éloigner de Washington.
Moscou et Pékin qui ont des problèmes et qui comprennent cette problématique d'intégrité territoriale avec la Crimée, avec le Tibet, donc on peut comprendre. Maintenant, je réponds à la question sur les avancées en matière de... Je voudrais réagir sur ce sujet-là rapidement, si vous permettez. Effectivement, cette question de rupture avec les États, on n'est pas dans une logique de rupture avec les États-Unis. Le Maroc est dans une démarche de restructuration de ses partenariats stratégiques à l'échelle internationale. Il y a des acteurs qui deviennent de plus en plus importants, la Russie, la Chine, l'Inde aussi. Il y a aussi l'Amérique latine qu'il faudrait qu'on n'oublie pas, qu'on fasse des ouvertures malgré ils n'ont pas de veto, mais ils sont importants. C'est vrai que le Brésil est en train de vivre des moments difficiles, mais quand même l'Amérique latine est importante. Donc le Maroc est en train de diversifier. Ceci dit, je voudrais revenir sur cette question de déstabilisation. Rapidement, les théoriciens américains annoncent toujours un peu la préfiguration, ce que devrait être la politique américaine dans les différentes régions, et nous savons qu'ils ne sont pas très sympathiques, les grands experts américains, avec notre région. Et que pour eux, c'est une région qui... et pour eux, la région, c'est le grand Moyen-Orient. Ça commence du Maroc et ça va jusqu'au Pakistan, en englobant. Et là, ils pensent que ce sont des sociétés fermées et que ce que nous appelons, nous, déstabilisation, pour eux, c'est une manière de faire évoluer ces sociétés. Il faut avoir présent ça. Non pas pour aller contre les États-Unis, mais pour expliquer et vendre mieux nos atouts en tant qu'exemple de sociétés pouvant évoluer dans la stabilité, de manière évolutive, et pouvant être une expérience que les autres pays de la région peuvent regarder. Alors, sur la question des avancées en matière de droits de l'homme, oui, les avancées réalisées, effectuées par le Maroc, c'est d'abord une démocratie. On ne peut pas dire, je suis toujours un peu gêné quand on dit on est une démocratie, on est une démocratie qui avance. On est en train, il n'y a pas d'absolu en cette matière, même les États-Unis ont des problèmes là-dessus, et même la Suisse un peu. Donc on est en train d'avancer, mais avancer à grands pas. Et c'est pas la Constitution qui le dit, contrairement à ce qu'on raconte tout le temps. Non, c'est le vote du 4 septembre. C'est une population qui s'est habituée à avoir un vote politique, à s'ancrer dans une pratique démocratique, à sanctionner un parti ou à récompenser un autre parti. Après, ils votent pour ceci ou pour cela, c'est une autre histoire. Mais c'est une pratique démocratique qui s'ancre. Deuxièmement, il y a aussi cette liberté d'expression que nous avons, qui n'est toujours pas absolue, mais qui pourrait être... Mais parce qu'il y a certaines choses dont il est difficile de parler, par exemple la religion, et pas au niveau des institutions publiques ou de l'État, mais au niveau de la population, qui est une population conservatrice. Et un journaliste ou un penseur ou un intellectuel ou n'importe qui aura toujours des difficultés à aller à contresens d'une population. Donc ce sont des choses qui sont dites, on avance, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, mais qui avancent d'une manière mesurée. Troisième et dernier point, qui est un exemple, on oublie souvent un petit exemple dont on n'a pas souvent parlé. Le problème de la MDH avec le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui a pris l'habitude d'interdire systématiquement, systématiquement souvent, des activités, des événements de la MDH qui va à la justice, et la justice qui juge en faveur de la MDH et contre le ministère de l'Intérieur. Ce sont des avancées. Alors si on veut devenir un pays, si on pense devenir un pays démocratique, libre, avec une totale liberté et tout, dans une semaine, je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. C'est Ben Nice, un dernier mot. Moi, je pense qu'au Maroc, on devrait se poser un peu la question pourquoi les autres ne le comprennent pas. Pour moi, la réponse est simple. Les autres ne le comprennent pas. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au Maroc, tout simplement parce que on n'est pas vraiment de très bons communicateurs. On ne fait pas de marketing politique. Il y a beaucoup d'avancées politiques au niveau des droits de l'homme au Maroc, mais le monde à l'extérieur, les gens ne sont pas au courant. Et la meilleure manière pour que les gens sachent ce qui se passe au Maroc, il faudrait qu'on soit présent sur les médias dans le monde entier, surtout dans les pays influents,
qu'on soit présent aussi dans les universités, qu'on ait des experts marocains présents sur les campus universitaires dans les pays influents, car si on communique pas, les gens ne vont pas venir vers nous pour nous demander des explications. C'est à nous de vendre l'image qu'on veut véhiculer sur notre pays. On sait bien, nous Marocains, on sait bien que le Maroc est en train d'avancer, on sait bien qu'il y a eu vraiment des percées sur le plan des droits de l'homme, sur le plan politique durant les 15 dernières années, mais à l'étranger, les gens ont toujours cette image figée, cette image surannée sur le Maroc. Et c'est à nous de la changer. Et la meilleure manière pour la changer, c'est de communiquer mieux que par le passé. Et ça fait partie de la marque Maroc dont on a parlé sur ce plateau ici. Voilà, c'est un package. Voilà, savoir se vendre à l'international. Merci. Dans les sociétés, au sein des sociétés. Merci, messieurs. Non, je suis désolé. Là, on est en direct, on doit rendre l'antenne. Monsieur Green, je sais que monsieur... Parce qu'il y a le recul de la culture des droits de l'homme au Maroc, ce qui est très dangereux, et c'est le plus important. On y reviendra. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, Samuel Benny. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis New York au téléphone. Excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas la rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit.